Bonjour à tous. Oui, ça y est, c'est le début du printemps. Vous allez commencer à nous revoir de temps en temps. On verra la fréquence. Je vous le présente plus, Eric Darouzé, bien sûr, donc chercheur au CNRS, et qui a des nouveautés quand même cette année. Et ben, on va le laisser parler. Bonjour Eric. Salut Étienne, bonjour à tous. Alors des nouveautés, pour un chercheur il vaut mieux. Donc oui, il y a C'est vrai que c'est pratique. Ouais, on dit que les chercheurs cherchent mais ils ne trouvent pas. Bon, ça c'est quand même une image un peu sympathique. Donc oui, parfois on trouve, c'est vraiment excellent. Tu nous prouves le contraire, Eric, et j'en suis assez satisfait. Ouais, là on a sorti un article scientifique il y a peu qui a eu un certain... ça a été repris pas mal par les médias, on va dire. Donc ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet de montrer un peu ce qu'on fait au laboratoire. Et effectivement, dans la problématique du frelon asiatique, il y a quand même pas mal de choses qui sortent à l'heure actuelle. Et notamment, on a identifié la phéromone sexuelle du frelon asiatique. Et on a montré qu'on pouvait attirer les mâles durant la période de reproduction. Ce qui fait que ça laisse espérer des choses sympathiques, à savoir potentiellement un piège avec un appât phéromonal pour lutter contre l'espèce. D'accord. Donc c'est vraiment, on va dire que la lutte contre le frelon asiatique progresse. Ah oui, heureusement. Et il n'y a pas que ça, on a d'autres choses qui sont encore au laboratoire, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler vu que c'est pas encore sorti. Motus, voilà. Motus et bouche cousue. Nous, dans l'histoire, de toute façon, on est juste là pour essayer de tempérer un peu, mais pas vraiment l'espèce. On est plus là pour mettre en sécurité les gens, on va dire. Mais de toute façon, la lutte contre le frelon, on est bien d'accord que c'est fini. De notre côté à nous, on n'aura plus aucune incidence. Ça aurait pu être fait dès le départ, et encore, c'est même pas dit. Si, on a une incidence. Nous, de notre côté... Étienne, je ne suis pas d'accord avec toi, on a une incidence. Il faut lutter contre l'espèce, c'est une espèce invasive. Oui. Donc destruction des nids pour les professionnels, le piégeage, j'allais dire, ciblé, sélectif par diverses personnes. Ça, il faut le mener. Il faut quand même arriver à protéger les personnes, la biodiversité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut plus du tout espérer, nous, de notre côté, l'éradiquer. Même si on faisait tous les nids, tu vois, il en reste toujours un qui traîne. Si on était intervenu alors, en 2005, lors de la première observation, ou même 2006, le territoire colonisé par l'espèce était quand même relativement petit, même si on est au niveau d'un département, voire même d'une région. Là, on aurait pu envisager une lutte efficace, comme ça a été fait, par exemple, celui de Majorque. Mais là, maintenant, c'est toute l'Europe de l'Ouest qui est colonisée. Ça me semble ma partie pour éradiquer l'espèce. À mon avis... En tout cas, avec cette histoire de piégeage des mâles, en effet, tu vas nous en dire un peu plus. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est un des moyens de lutte. Ça va être du boulot. C'est un des moyens. Ça va être un nouveau moyen intéressant. C'est pas l'unique. Il faut vraiment, agir à différents niveaux. Comme on parlait de repérer, donc premier point. Ensuite, détruire les nids, donc les colonies, ça c'est un point important. Il faut également piéger les insectes dans les endroits où ils sont. Donc ça, on travaille dessus, c'est avec un autre type d'appât qui commence à donner des résultats, donc j'en reparlerai plus tard. Donc là, il y a aussi un autre moyen de lutte qui va être intéressant à mon avis. Et celui qu'on est en train de mettre en évidence à l'heure actuelle, en train de développer, c'est de perturber la reproduction du frelon pour essayer d'impacter le nombre de colonies. Donc tous ces moyens de lutte combinés, on devrait, je pense à un moment donné, dans quelques années, arriver à contrôler la population invasive. Donc en gros, mais ça c'est très facile à vérifier, on va dire que par exemple Toulousette, le plus beau village des Landes, par exemple, nous on est un petit peu isolés. Bon, en fait pas assez par rapport à ce que j'aurais voulu te démontrer, mais bon, on est quand même à 6 km, donc c'est rien, 6 km pour un frelon, c'est ridicule. Mais si par exemple on piégeait massivement avec des phéromones sur notre commune, on va dire, vu qu'on est isolé du reste des autres communes, en tout cas une commune comme la nôtre ou une autre, on pourrait voir très très rapidement si jamais il y a un impact ou pas. C'est pas uniquement au niveau d'une commune qu'il faut agir. Alors, il faudrait agir au niveau européen, mais bon, on est d'accord, vu les moyens humains et financiers, ça semble un peu difficile. Là pour l'instant, c'est pas gagné. Là. Déjà qu'on a du mal. Quand tu vois la situation, on va dire géopolitique actuelle, bon, il y a peut-être d'autres impératifs, on va dire, d'autres urgences. Au revoir Eric, je te laisse. Bon, je
pense qu'il faut agir un peu plus large qu'une commune. Ça peut être fait au niveau départemental. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les reproductrices, une fois qu'elles quittent les nids, qu'elles vont s'accoupler et chercher un endroit pour se cacher pendant l'hiver, on ne sait pas quelle distance elles vont faire en vol, à partir du Nimer en fait. Ah, il y avait une étude qui avait été faite par l'INRA, je crois, il y a quelques années sur Bordeaux. Cette question-là, ils ont pas, enfin à ma connaissance, ils n'ont pas de données sérieuses là-dessus. Après, l'autre inconnu, c'est toutes les reproductrices qui survivent à l'hiver, quelle distance elles vont faire avant de recréer un nid. C'est pareil, c'est une inconnue. Ouais. Et je pense pas que mes collègues de l'INRAE ils aient travaillé là-dessus. En tout cas, j'ai rien lu là-dessus. Des suppositions. Non, mais c'est vrai que moi je le remarque souvent. Des fois, par exemple, il y a un nid. Bon, on a laissé un nid, on l'a pas vu, on l'a laissé volontairement ou pas. Alors des fois ça se vérifie, tu en as plein autour, mais des fois il n'y en a pas un seul. Alors bon, c'est quand même, je te parle de gros nids, je te parle pas de petits nids, machin. Donc un gros nid, tu peux te dire que même s'il y a 95% de pertes, il y a obligatoirement quand même un pourcentage de réussite. Il y a au moins une reine qui a réussi, ou enfin voire une dizaine. Et non, il n'y a pas plus que ça. Par contre, des fois, à 10 bornes, il n'y a pas eu un nid, et là... ça m'est arrivé sur la commune. Nous, ça fait très longtemps qu'on n'a plus de frelons sur la commune. Alors nous, il y a un côté de la commune qui piège. Anthony piège beaucoup, c'est un de mes collègues apiculteurs. Et moi, de mon côté, je piège pas. Alors c'est toujours la même chose. Bon, je pense qu'il est quand même plus proche d'une autre commune qui n'est pas exceptionnelle. C'est surtout pour ça. Mais en effet, lui, il a beaucoup de frelons sur ses ruches et moi, j'en ai quasiment pas. Donc ça, c'est toujours un truc assez marrant. C'est toujours le problème avec la lutte et avec les ruchers. Tu as des endroits où tu fais de la lutte de manière intense et d'autres endroits de manière moins intense. Et la quantité de colonies qui est repérée est complètement aléatoire. Et idem pour les attaques sur ruchers. Tu peux avoir 2 ruchers côte à côte, je dirais séparés par 500 mètres, 1 km. Tu en as un qui va être sérieusement attaqué pendant la saison, et l'autre, il verra deux frelons et l'autre rien du tout. Non, ça on ne le maîtrise pas, ça on ne peut pas l'expliquer. La seule hypothèse que je peux apporter moi, c'est que l'aire de prédation d'une colonie, c'est ce qu'on a montré, c'est entre 800 mètres et 1000 mètres en moyenne. Donc il suffit qu'une colonie ait dans ce rayon d'action 1 ou 2 ruchers, elle va chasser là, ce qui est normal. Et il suffit que tu aies un rucher qui est à 100 mètres à côté et qui n'est pas dans le rayon d'action de la colonie, il passe à travers. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Mais bon, 1 kilomètre pour un... Enfin, nous, oui, un petit peu plus. Nous, ici, on a vérifié ça l'année dernière. Moi, j'ai eu quelques frelons sur mes ruches en fin d'année. Et donc, on a cherché, à moins, bien sûr, qu'il y avait un nid de frelons dans un garage qui n'a pas été vu ou sous une toiture. Ça arrive assez régulièrement. Mais autrement, le nid en question a été trouvé à 2 km. Mais bon, 1 km, 2 km pour un frelon, c'est ridicule. Tu sais bien que les nids qui sont trouvés, c'est le sommet émergé de l'iceberg. Tu as des nids qu'on trouve assez facilement, c'est abusé de dire ça, mais on peut les trouver. Et tu en as d'autres qui passent à travers les mailles du filet parce que soit ils sont dans une cavité souterraine, sous un toit et personne n'a vu de frelon passer et ça passe à travers, quoi. Eh oui, ça passe complètement à travers. Alors, donc bon, oui, en effet, on en laisse hélas beaucoup trop. Et bon, de toute façon, le problème c'est que déjà on les voit pas. On les voit pas tous, mais souvent, nous, on le constate quand même régulièrement. Pourtant, on y travaille. Il y a très peu de communes qui prennent en charge. Il y en a, il y a même des départements apparemment, mais nous, dans les Landes, on a très peu de... C'est très variable sur le territoire. Très regarde, tu prends le département de la Manche, ils payent tout ce qui est destruction des colonies. C'est très bien. Donc ça, ils ont extrêmement bien encadré ça. Tu en as d'autres qui font pareil. Et après, dans certains départements où c'est pas pris en charge par le département, tu as des communes qui peuvent aider. Si un conseil à donner aux gens qui ont un nid à faire détruire, appelez les mairies. Rapprochez-vous de la mairie, demandez leurs conseils. Est-ce qu'ils ont des aides à un niveau? Nous, il y a quand même des communes qui prennent en charge depuis plus de 10 ans. Saint-Paul-les-Dax par exemple. Voilà. Et c'est vrai que nous, on est complètement stationnaire. Il n'y a pas eu d'évolution. Les chiffres sont à peu près toujours pareils. Ça va pas spécialement en baissant, ça va pas spécialement en montant. C'est toujours pareil. Ça dépend des endroits. Là, je suis en train de faire une étude avec deux collègues dans la Manche, parce qu'ils ont des données sur plusieurs années. Et en plus, il y a un suivi qui est extrêmement sérieux sur le département. D'accord. Donc on est en train d'étudier justement la répartition des colonies.
Et bon, on verra ce que ça donne. Mais on voit en tout cas que chaque année, tu as un nombre différent. Ah oui, oui. Si tu veux un chiffre, en 2018, ils sont montés à 6000 colonies sur le département, ce qui est quand même pas mal. Et après, ils varient, ça dépend des années, mais entre 2000 et 4000. D'accord. Ouais. Après, ça dépend beaucoup du printemps. Hein. Ça, c'est un printemps sec, ensoleillé. C'est bon, c'est un peu la cata pour l'écosystème. Si jamais tu as un printemps pluvieux ou un départ de printemps chaud et après une période de pluie qui dure un mois, c'est pas bon pour c'est bon pour personne, mais c'est pas bon non plus pour le frelon. Ça, il résiste pas. Ça je l'ai vérifié. Comme une fois, je pense que tu as dû le vivre toi aussi. Hein, comme une fois, quand moi je suis allé sur le terrain récupérer des colonies au printemps, début été. Je tombais sur des colonies vides, avec des bestioles qui sont mortes à l'intérieur. Ça m'est arrivé parce aussi. Que les conditions climatiques s'y prêtaient pas au printemps. J'ai même eu le cas, c'était il y a 2 ans, il avait fait très 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 chaud, mais vraiment c'était vraiment anormal. Et j'ai eu un nid qui était entièrement vide, il n'y avait plus rien. Il était intact, il était parfait, il était superbe, mais vide de chez vide. Il n'y avait plus un seul insecte dedans. Et je me suis dit non, même si la reine était morte, il y aurait eu quand même un manque d'entretien sur le nid, etc. Et pas du tout. Le nid était parfait, comme s'il avait été abandonné la veille. Donc ça c'est. Et j'ai vu aussi un autre cas assez intéressant. Pareil, les élagueurs voient du frelon partout sur le nid, ils se font manger. Le lendemain, j'arrive pour détruire le nid intact, avec les larves et plus un seul frelon. Alors là, je me suis dit, bon, pas ça. Ça, c'est. Voilà. Mais ça m'est pas arrivé. Alors, tu peux avoir, je dirais, un embryon d'explication avec ça. Nous, on l'a remarqué, c'est toujours un point qui nous embête, parce que tu sais que nous, on récupère des colonies vivantes sur le terrain pour les ramener au laboratoire et travailler avec. On s'est rendu compte que si on stresse trop les insectes, bien en fait, ils vont perdre une énergie mais fabuleuse à défendre le nid. Et leur durée de vie, elle est sérieusement impactée derrière. Divisée très rapidement. Donc peut-être que là, ça peut être ça. Peut-être que ça sont tellement fatiguées qu'elles sont mortes en fin de journée ou la nuit. C'est pas impossible, c'est une hypothèse qui se vaut, de toute façon. Donc, c'est qu'une hypothèse. Oui, voilà, après, de toute façon, on peut... Donc j'avais quand même quelques questions qui étaient intéressantes. Alors, moi, ce que j'ai constaté, donc toi, tu es parti sur le piégeage, enfin, en tout cas, vous avez trouvé, parce que j'ai regardé ta vidéo, Eric, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de la commenter, mais je l'ai regardée, avec, tu as réussi à trouver la phéromone mâle, pour attirer les mâles. Est-ce que ça aurait été intéressant? Non, c'est la phéromone sexuelle qui est produite par les filles. Voilà, c'est les filles qui produisent ça. Et donc ça attire les mâles. Voilà, autant pour dire. Ah, on a un jogger, non, on a un chien, non, ça va, ça se passe bien. Ça, c'est la joie de la campagne. Est-ce que tu as remarqué, bien sûr, ça fait très longtemps que je t'en parle de ça, que les frelons reviennent systématiquement, enfin pas à chaque fois, mais vraiment très très souvent aux mêmes endroits, que le nid soit traité ou pas. C'est très régulier, ils adorent revenir au même endroit. Tu m'en as parlé plusieurs fois de ce truc-là. Moi, je l'ai très très rarement observé. Ah ouais, bon. Alors tu vois, c'est-à-dire ici en Indre-et-Loire, dans tous les endroits où on a... Alors, quand je dis très rarement, c'est pas égal à 0. Je l'ai vu une fois. D'accord. Ah non, moi je le vois. Une fois, c'est pas énorme. Je le vois. Mais autrement, non, j'ai jamais, j'ai pas vu de corrélation vraiment. Je le vois très très régulièrement. Moi vraiment, chez nous, c'est pas systématique. C'est pour ça que je demande aux gens, quand vous avez un nid de frelons, même une petite boule qu'on va commencer à avoir, pensez à désinfecter cette petite boule avec du vinaigre blanc, ça marche très bien. Mais c'est vrai que si tu laisses... tu penses, toi, tu m'avais pas dit. Moi, j'en suis certain. Moi, je suis certain qu'il y a... Non, mais tu penses, toi, que la colonie dépose une phéromone qui pourrait attirer une gyne l'année suivante. Ouais, mais même plusieurs années après. Parce que ça, on l'a vu plusieurs années après. Je suis pas convaincu. Mais je sais. Alors, qu'il y ait des phéromones, oui, ça c'est clair. Il y a des phéromones. Tu as le couvain qui émet une phéromone, t'as le nid, de toute façon, il est marqué. C'est un article que j'ai publié l'année dernière avec mon étudiante. On a démontré que le nid était marqué avec des phéromones de contact. Mais est-ce que c'est ça qui va déclencher, je dirais, un deuxième nid à proximité? Parce que nous, on l'a même remarqué. Il y a peu de chance. On l'a même remarqué sur justement Saint-Paul-les-Dax, un acacia qui était vraiment très très problématique. Donc là, on a le marché public est de détruire tous les nids. On n'en laisse pas un seul. Bien sûr qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, on ne va pas les détruire. Et donc, on avait justement ce fameux acacia, mais c'était très longtemps, plusieurs années après.
Et bien sur la même branche, le nid s'était remis au pile au même endroit. Et là j'ai dit quand même, celui-là il est fort quand même. Parce que vraiment et c'est vrai que là ça m'a mis la puce à l'oreille. Et après bon, moi je le vois souvent dans les greniers en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment une maison qui est ciblée. Et j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que quand vous avez commencé à avoir la vérole, c'est quand même compliqué, surtout si derrière c'est pas désinfecté. Ça, j'aime bien la comparaison frelon-vérole. Oui, bon, non, mais c'est vrai que c'est une vérole ce frelon. Moi je le trouve passionnant, je le trouve superbe, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une vérole quand même. Tu as des chiffres, vacherie dans notre environnement. Ouais. C'est clair. Tu avais d'ailleurs des chiffres assez inquiétants quand même sur le mangeage des insectes, enfin si je peux me permettre. Oui, ça c'est pas moi. Ça c'est pas toi, mais bon, on en avait parlé. C'est vraiment très impressionnant. C'est des collègues de Paris qui ont fait un petit modèle pour essayer d'estimer la quantité d'insectes que peuvent consommer les colonies de frelons. Et je pense que le modèle il est relativement simple, mais surtout à mon avis il sous-estime la réalité. En tout cas ce qu'ils ont montré, en plus t'imagines. Donc ils ont montré qu'une colonie de frelons sur l'année pourrait consommer un peu plus de 11 kg d'insectes. T'imagines un peu T'imagines la quantité que ça représente. Alors bien sûr, le frelon, il n'est pas que prédateur des abeilles, ça c'est un faux problème. Non, je parle tout insecte confondu. Tout insecte confondu. Mais un insecte, c'est pas lourd quand même. Alors tu sais, quand je fais mes conférences sur le frelon, quand je parle de cette question-là, j'ai fait un petit calcul. J'ai utilisé les données dont je dispose dans la Manche. Et j'ai dit, ça arrive, comme je te disais, en 2018, ils avaient 6000 colonies. Après, ça varie d'une année sur l'autre. Donc j'ai dit, en moyenne, s'ils ont 5000 colonies, quand tu fais le calcul, sur l'année, c'est 60 tonnes d'insectes prélevés. C'est complètement ahurissant. C'est gigantesque. C'est ahurissant. C'est là où on voit l'impact écologique de cet insecte invasif, en fait. D'où l'importance de lutter contre. Ah oui, bien sûr, je pense que de toute façon, faut pas lâcher l'affaire. Bon, c'est sûr que maintenant il y est. Enfin, on pourrait parler d'un autre frelon, mais c'est un autre sujet qui est arrivé. D'ailleurs, j'ai eu quelques infos, c'est assez intéressant. Mais bon, on en parlera une autre fois. Alors, après, une autre question qui était assez intéressante. Les phéromones, donc la phéromone que tu as trouvée, ou les phéromones, comme tu le dis, est-ce que tu es sûr qu'elles vont attirer que le frelon Vespa mulitinia, Nigrithorax? Oui, tout à fait. C'est vraiment le but des phéromones, c'est un système de communication qui est propre à l'espèce. Si tu veux, toutes les espèces d'insectes, le frelon européen, le frelon asiatique, les guêpes, les abeilles, etc., ont un système de communication chimique. Et ils utilisent des phéromones pour échanger des informations, c'est-à-dire déclencher un comportement d'attraction, de fuite, d'agrégation, tout ce que tu veux, vis-à-vis des congénères au sein de l'espèce, mais ça reste au sein de l'espèce. C'est-à-dire que tu prends les mêmes molécules. Non, aucune chance. Si tu prends les molécules, la phéromone sexuelle du Vespa velutina, le frelon asiatique, les individus du frelon européen ou ceux des guêpes ne vont pas percevoir les molécules. Parce qu'en fait, c'est comme ils ont un système sur les antennes qui sont des récepteurs olfactifs qui captent les molécules et qui sont perçus au niveau du cerveau par un message nerveux, et ensuite ils font un comportement. Mais c'est comme un système de clés de serrure. C'est-à-dire que tous ces insectes, ils sont bardés de récepteurs olfactifs, mais les molécules, en fait, c'est des clés. Si la clé ne se met pas dans la serrure, ça ne crée pas le message. Et bien là, c'est pareil. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Donc ça reste un système si tu veux, en appât, par exemple, si on parle d'un piège, ça te donne un appât pour un piège ultra sélectif. D'accord. Alors une question qui avait été aussi posée par Gaëtan, qui est super intéressante. Quelle est la durée de vie de ces phéromones une fois qu'on les aura mises dans un piège? Et quel est alors ça va dépendre plutôt du piège, je pense, mais son pouvoir d'attraction, on va dire. Est-ce que par exemple, si moi je mets un piège ici, à 2 km, les frelons vont, mâles en tout cas, vont sentir le piège. En gros, alors ça je ne peux pas répondre. J'en sais rien. Ça va dépendre du vent, ça va dépendre surtout du piège. Tout à fait. En lui-même. Alors, pas forcément du piège. Enfin, si du piège dans un premier niveau, parce qu'il faut que l'appât libère le bon mélange moléculaire à la bonne concentration et de manière continue.
quelles que soient les conditions de température, d'hygrométrie, etc. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la formulation de l'appât. J'ai un partenariat industriel qui se met en place et mes partenaires vont le mettre ça au point. Il n'y a aucun problème. C'est des choses classiques. Hein. Ça se fait dans plein de pièges différents. Donc, le deuxième aspect que tu parles, tu as un deuxième aspect que tu disais, c'est justement le vent, l'hygrométrie, la température. Et la question derrière, c'est à quelle distance la phéromone peut être encore perçue par un mâle. Donc ça veut dire ça va attirer des mâles à quelle distance? Ça, on ne sait pas. On sait que ça peut être certainement plusieurs centaines de mètres, ça peut être des kilomètres parfois, ça arrive. Il y a des phéromones sexuels chez les papillons qui attirent des papillons à plusieurs kilomètres. Là, chez les frelons, on ne sait pas. C'est des choses qu'il faudra étudier en fait. Pour ce piège, enfin ce futur piège, on a quand même un très très gros avantage, c'est que le frelon asiatique, il est très très urbain. Donc ça ne sert pas à grand chose. Moi ça m'arrive très rarement d'en avoir en pleine campagne. Là où je suis par exemple. Si, moi j'en ai en campagne. Oui, mais très rare. Enfin, chez nous, on de toute façon, l'aire de répartition, elle est plutôt zone urbaine et périurbaine, en termes de densité de nids. Mais il y en a quand même en milieu rural. Hein. Il y en a. Oui, mais vraiment, pour nous, c'est pas beaucoup. Enfin, alors bon, il y a la bondrée apivore, peut-être qui fait des ravages, je sais pas. Mais la bondrée apivore, elle passe au mois de juin, elle passe pas fin août. Hein, donc, enfin, quoique. J'ai une vidéo que je vous sortirai bientôt. J'ai un client qui m'a filmé un truc sur un nid de guêpe exceptionnel. Le pauvre, il savait pas. Après, donc, de la part de Nia, est-ce que tu n'as pas peur de faire l'apprenti? Ah oui. Alors, faire quoi? Attends. Est-ce que tu n'as pas peur de faire l'apprenti sorcier et qu'un jour ça dérive sur toutes les autres espèces qui sont insupportables, comme les mouches ou les moustiques, etc. Non, parce que comme je te disais, les phéromones sont spécifiques de l'espèce. Chaque espèce. La question de la personne, c'est en fait, est-ce que c'est pas porte ouverte à changer 2-3 machins. Enfin bon, après, t'as mis quand même beaucoup de temps à trouver ça. Je pense qu'en plus, t'es pas tout seul. Donc, tu vois, par exemple, est-ce que c'est pas la porte ouverte à se dire, tiens, cette espèce, elle nous embête. Allez, hop, on essaye de la capter par le même système. Je pense que c'était ça la question de l'internaute. Ça existe déjà. Dans tout ce qui est ravageur de culture, donc on est sur des espèces autochtones, locales, mais qui vont exploser au niveau quantitatif, en nombre d'individus, et qui vont attaquer des cultures dans notre secteur, l'agriculture. Ça va faire baisser le rendement à la parcelle. Donc soit on utilise des pesticides chimiques, soit on utilise dans certains cas, ce qui est déjà largement utilisé maintenant, des pièges avec appâts phéromonaux. C'est clair. Donc là, on chasse, si tu veux, une espèce locale, mais pas pour la faire disparaître. Il n'y a aucune chance, heureusement d'ailleurs. Mais c'est pour c'est pour protéger la zone cultivée en fait. Voilà, donc ça existe déjà. Sur le frelon, on pourrait dire que non, il n'y a aucun risque. Non, après tu peux très bien. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, l'idée de ce piège, c'est de lutter contre l'espèce. D'essayer de faire diminuer la population, c'est ce qui se fait en agriculture pour protéger les parcelles cultivées. On ne fait pas disparaître une espèce, mais on impacte son niveau de population. Donc l'idée c'est la même, par contre on ne fait pas disparaître. Donc avec ce piège-là, il y a peu de chances qu'on fasse disparaître l'espèce. Mais on va arriver, ce que j'espère, c'est ce qu'on voit au niveau local avec d'autres espèces, on fait baisser la population au niveau local. C'est déjà quand même, ce qui est énorme. Pas mal. Ce qui est énorme. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc, même si tu en as parlé sur ta chaîne YouTube, je te repose quand même la question. Tu penses donc que ça pourrait être mis au point assez rapidement, dans les 2-3 ans à venir, on va dire? Je croise les doigts. Moi, là, c'est de la futurologie, je ne veux pas trop m'avancer. Mais c'est vrai que là, on a montré que ça attire. C'est la découverte qu'on a faite, le travail qu'on a fait. Là, je suis en train de développer un partenariat industriel pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin sur différents types d'appâts. On ne reste pas que sur l'appât sexuel. Donc, comme c'est des professionnels qui travaillent dans ce domaine-là de piégeage phéromonaux, donc ils vont m'apporter des compétences en chimie que je n'ai pas, des compétences sur la formulation des appâts. Donc ça, c'est eux qui vont s'en charger. Moi, je ne m'en charge pas. Ça me soulage énormément. Et également toute leur expérience dans le piégeage d'espèces qui sont des ravageurs de culture. Donc l'idée là, ce qui reste à faire, comme j'explique dans ma vidéo, c'est de mettre au point le piège
pour capturer les mâles du frelon. Donc j'ai l'appât, mais putain, il faut capturer les mâles. Donc je vais essayer de mettre ça au point cette année. Alors la fenêtre d'action est assez limitée, hein, c'est septembre à novembre. Hein. Oui, et derrière, hein. si ça marche, je pense qu'en 2023-2024, le piège pourrait être commercialisé. Alors je parle au conditionnel, hein, si tout va bien. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème et ça ralentisse encore les choses. Mais je reste assez optimiste. Après, voilà, hein, le but du jeu, c'est quand même de tenter. Le mieux, c'est quand même d'y arriver. Merci Eric là-dessus. Moi, je sais que pendant un moment, ça a été compliqué pour toi parce que ça avance à la vitesse que ça avance. Hein. C'est sûr que tu fais pas ça en claquant des doigts, hein, c'est clair. Mais bon, non, pas vraiment. C'est fait. Encore un grand bravo là-dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Ce que j'espère, moi, c'est que les pouvoirs publics... parce que bon, franchement, si tout était pris en charge, si c'était raisonné et pris en charge, je pense que ça ferait mal. Moi, en plus de tes pièges, je dis pas, on n'y arrivera pas à l'éradiquer, mais si au moins on faisait tous les nids qu'on trouve, parce que moi, le nombre de communes ou de villes avec lesquelles je travaille, et quand je leur signale un nid début novembre qui est plein à craquer, parce que chez nous, bon, c'est quand même les Landes, on est quand même bien touchés, et en même temps, il fait doux. Donc, dans les Landes, là, en novembre, tu les vois, hein, les nids, c'est bourré, quoi. T'es bourré de larves, etc. Et beaucoup de communes nous disent encore, ouais, mais non, mais là, c'est fini, les nids sont vides. Alors que les nids sont plein. Et on en laisse des wagons, quoi. Alors, ça dépend peut-être des endroits. Hein. C'est toujours pareil, il suffit que tu laisses un nid ou deux nids qui produisent des reproducteurs et tu relances le système, quoi. Voilà. Moi, c'est pour ça c'est un travail sans fin, parce que le problème des nids qui sont repérés et potentiellement éliminés, c'est le sommet émergé de l'iceberg. Il y en a tellement qui passent à travers, il suffit d'une seule colonie pour que ça crée ça relance. J'ai eu le cas sur une commune. L'année dernière, ça m'a un petit peu mis un niarque. On fait 6 nids, hein, et on en laisse un. J'ai pas compris. J'aurais dit, mais pourquoi on laisse? Parce qu'on a le budget que pour 6. À ce moment-là, il valait mieux garder le budget qu'au total, parce que bon, si on en laisse un, et puis alors en plus, il était facile. J'ai presque failli le faire, bon, il fallait quand même que je rentre chez un particulier, donc sans autorisation, on ne peut pas... difficile. Enfin, moi, je rentre pas comme ça, c'est très compliqué. Peut-être prendre un coup de fusil, et tu vas voir, ça va être radical. Voilà, mais on a laissé un nid, alors que tout le reste était pris en compte. Voilà, ils avaient compté pour 6 nids, on en a trouvé un 7e, on l'a laissé. J'ai trouvé ça, je me suis dit, mais vraiment, c'est pas possible. On va pas y arriver. En plus, c'est un village isolé, un peu comme Toulousette. Bon, j'ai dit, c'est compliqué, les pouvoirs publics. Moi, j'aimerais vraiment qu'un jour, ça soit pris en charge. C'est pas... tu sais, honnêtement, on m'a souvent interrogé là-dessus. Le problème, ça explique peut-être pourquoi, quand il y a un décret en 2013 qui est sorti sur le frelon asiatique, il était classé en danger sanitaire apicole de classe 2. Classe 2 veut dire qu'il faut lutter contre l'animal, mais il n'y a pas de moyens. Classe 1, il faut lutter contre l'animal et le gouvernement met les moyens financiers sur la table pour effectuer la lutte. Sauf que le problème, quand tu regardes les choses froidement, il y a des milliers, des dizaines de milliers de frelons en France, voire même au-delà. Si tu calcules en moyenne 100 € par nid, tu arrives à un budget de plusieurs millions d'euros. Et pour défendre le gouvernement, je comprends bien que le problème frelon, c'est quand même un gros problème. J'en suis intimement convaincu, parce que je travaille dessus depuis 10 ans et en plus je suis apiculteur. Donc oui, effectivement, c'est un gros problème. Mais le gouvernement a plein d'autres problèmes à gérer. Et bon, après, ils font des choix. Il y a des choses qui sont plus urgentes que le frelon. Donc il n'y aura pas d'aide financière globale au niveau européen ou français, national là-dessus. Par contre, localement, oui. C'est là, il faut voir. Oui, mais après, pour une ville ou une commune, c'est pas des gros budgets en plus. Divisé. Tu sais, il y a certains départements qui ont aligné plus de 100 000 € pour la lutte. Hein. Oui. Nous, franchement, dans les Landes, oui, c'est beaucoup même. Enfin, bon, à notre échelle, c'est énorme. Bon, après, l'échelle d'un département, je maîtrise pas les chiffres, mais bon. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est quand même que toutes nos colonies sauvages d'abeilles, j'en vois quasiment plus. Alors, bon, déjà qu'elles sont pas trop aimées, nos colonies sauvages. Si en plus elles se font mitrailler par les frelons,
Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est un peu ça, c'est que nos colonies sauvages d'abeilles, il y en a quasiment Ouais, mais plus. tu parles Moi, abeilles, j'en il avais n'y a une pas que ça. vingtaine. Il n'y a pas que ça, Oui, en Étienne. plus, il n'y a pas que ça. Le Si frelon, il jamais il chasse. y avait que ça. Ouais, mais il chasse tous les insectes. Donc en fait, ce qu'on Ouais, voit nous mhm. sur l'abeille qu'on a sur les ruchers, par exemple, mais il faut Oui, imaginer parce que qu'on ça, a c'est. exactement la même chose sur les abeilles sauvages, comme tu dis, hein, Mhm. fort justement, Mhm. mais sur les autres pollinisateurs aussi, et tous les insectes. Si tu Ouais, diminues la mhm. population d'insectes, c'est ce qu'on observe en Europe, hein, depuis Ouais. 30 ans, on a perdu 75% de la masse d'insectes en Europe, en raison des pesticides utilisés à outrance. Mais si tu diminues les populations d'insectes et tu rajoutes le frelon qui rajoute une couche, hein, évidemment, ben derrière, moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux, il y a moins de petits mammifères. C'est toute la chaîne Ouais, alimentaire qui est c'est touchée. C'est toute la biodiversité une chaîne. globale qui est touchée. C'est ça qui est grave. C'est c'est- c'est impressionnant, mais bon, je trouve que écoute, ça avance, ça évolue, c'est bien. Moi, du moment qu'on me parle du frelon et qu'on trouve en même temps des résultats, c'est vrai que bon, moi, je pense que c'est quand même pas mal. Les pièges Ah oui. traditionnels, on en parle, c'est le début du printemps. Ça va Ouais, sortir, des allez, on nouvelles va en idées. parler, je suis d'accord. C'est important même si on a déjà fait, toi et moi, des vidéos là-dessus, je pense qu'il faut quand même Ouais, mais dire des choses dessus. Ouais. voilà, bon. Le piège sélectif, un minimum. Non, pas minimum, Non. obligatoire. Pas de Merci, pièges c'est bouteilles, pas Non, de mais d'autres c'était pièges. la question. qui sont pas sélectifs. C'était la question piège. Ouais. Bon, Il faut c'est du piège sélectif. bouteille là. C'est piège bouteille. Moi, le piégeage, on a deux. Eric est pas d'accord avec moi. Moi perso, je me dis que depuis la nuit des temps, on piège. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on piège souvent très mal, mais ça commence à évoluer. Si ça avait vraiment dû avoir un impact, le frelon, il aurait déjà disparu depuis longtemps. Bon, enfin. Non, pas n'empêche disparu. qu'au moins. Pas disparu, je suis pas d'accord Oui, avec toi. enfin. Oui, Alors je le sais qu'on piégeage est de pas d'accord. printemps, qui est décrié même par des collègues dans mon domaine d'activité, moi pour l'instant, je n'ai pas de données scientifiques qui me Ok, disent ouais. est-ce que le piégeage de printemps est efficace ou pas efficace. J'en sais rien. Hmm. Donc moi, tant que je ne sais pas, je ne me positionne pas. Donc si les gens veulent faire du piégeage de printemps, pourquoi pas? Ouais. Moi, je veux bien. Oui. Parce qu'on peut très bien imaginer que c'est efficace, et si on ne faisait pas du piégeage de printemps, il y aurait encore plus de colonies. Ou il y en aurait encore Ouais. moins. Mm. Ça, c'est aussi... On peut Ouais. en discuter, j'ai une Mm. vidéo dessus où j'explique tous ces aspects. Mais commencez Je pas. sais. D'ailleurs, on te je dis mettra rien. le lien. Par Mm. contre, si les gens Mais veulent c'est faire du vrai que- piégeage, il faut utiliser des pièges sélectifs. Parce qu'il y en a qui existent, il y en a plusieurs. On peut plusieurs fabriquer sortes. maison aussi, c'est pas cher. Il y a Et même maintenant des tutos, j'essaierai Ouais, de vous le trouver, tout à fait. avec une imprimante 3D. Ça vous revient, je crois, à 1 euro le cône. voilà. Vous allez dans n'importe quel bureau de tabac, puisque beaucoup se sont mis à l'imprimante, à avoir des imprimantes 3D. Vous leur dites, tiens, le truc, il te sort un cône. Le lendemain, tu passes le chercher, tu mets dans une vieille ruche. Il y a plein de tutos sur Internet. Donc vraiment, Il y a des pièges qui sont piège chers, il vaut bouteille. mieux éviter. Il y a des choses, comme tu dis toi, qui Oui, sont pas chères bon. du tout. Il faut se lancer là-dessus. c'est le but du Et jeu, voilà. c'est pas de se ruiner avec. Non, mais surtout, 2 il ne faut euros, pas vous pouvez faire un avoir piège. de pièges non sélectifs, parce qu'on va encore impacter les populations d'insectes avec des piégeages qui sont super meurtriers, quoi. Mais le problème, c'est qu'on trouve de tout dans ces pièges Ah ouais. non sélectifs, comme tu dis, Simon. Donc il faut De passer toute sur façon, des le pièges plus sélectifs, important dans... et il faut faire du dans ces piégeage pièges sélectifs, contrôlé, quoi. Tiens, tu l'as vu passer celui-là? Non? Bon, pardon, c'est rien. C'est un gros pépère. Un bourdon. Donc, piège sélectif obligatoire. Les pièges bouteilles à abolir. C'était un truc d'ancien. En plus, de toute façon, les anciens, souvent, on les mettait à partir du mois de juillet. Donc, ce qui ne sert plus à rien. Hein. Le piégeage, c'est maintenant. C'est maintenant, enfin, nous, dans les Landes, ça y est, ça commence à se réveiller sérieusement. Ah ouais? Donc, c'est maintenant jusqu'à à peu près allez, fin mai, fin juin. Ça dépend des régions. Et après, moi, par contre, j'aime bien le piégeage d'hiver, tu vois, le piégeage d'entrée d'hiver. Ça, mais bon, pareil, sélectif. Moi, j'ai eu pas mal de Ouais, mais de il captures. faut mais pas là, que par tout le monde contre, fasse ça. Si tu veux, dans le c'est- concept, c'est ce que j'ai expliqué dans mon bouquin, tu peux faire du Mhm. piégeage de printemps en recrutant plein de volontaires qui vont faire ça, mais il faut encadrer le piégeage et utiliser des pièges sélectifs, et c'est pas anodin ce que je dis. Bah oui. Et il faut une Mhm. gestion Non, non, aussi mais- des pièges, il faut les regarder tous les jours. Par contre, le piégeage, comme tu dis, de masse, été, automne, bon, Ah non, autant non, le enfin, été, faire automne, quand on ça, est c'est- confronté au frelon, c'est-à-dire on met du piège là où il y a du frelon en fait. Oui, sur les ruchers. Oui, j'ai sur les beaucoup de ruchers, résultats sur les tout à ruchers. fait. Hein. Et puis là, par contre, vous chopez que de l'asiatique. Hein. Mais bon, après, vous chopez aussi que de l'ouvrière. Donc, Ouais, mais enfin, le piégeage sur Ouais, rucher, ça n'a pas l'air d'être super efficace quand même, je trouve.
Ah non, non, mais Mais par bon, contre, pour s'il n'y en avait pas, ça ralentir serait un peu peut-être pire, donc autant le faire quand il y a là, besoin. j'avais mis une vidéo avec un apiculteur l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais c'était impressionnant. Le mec, lui, il mettait carrément. Bon, on a trouvé 7 nids autour de son rucher, Ah ouais. 70 ruches, je crois, à vue de nez. Lui, il mettait carrément des bouteilles ouvertes avec un goulot comme ça, voilà. Et t'avais les frelons, ils rentraient dedans comme ça. Et puis, comme ils sont un peu béziaux, ils se collent les ailes. Époque, ils n'arrivaient pas à remonter. Mais impressionnant, impressionnant. Alors, c'est vrai que sur un cas comme le sien, si jamais le mec n'avait pas piégé, bon, je sais pas. Ouais. Mais comme tu On dis, peut il y a se pas de poser données. des questions. Donc, on peut se poser des questions, mais là, 7 nids on a trouvé. Mais par autour. contre, Et c'est vrai dans que, un jardin, il ne faut bon. pas faire du piégeage s'il n'y a pas de frelons. Ça n'a aucun intérêt. Au contraire, Non, non, ça non, va aucun. attaquer Si les autres vous allez insectes. les attirer. Ou les attirer, c'est Oui, possible puis aussi. même vous allez les attirer. Moi, j'ai des cas où avec des gens qui mettent un piège genre grenadine, etc., ou comme ça, et qui arrivent à m'attirer toutes les guêpes germaniques du coin. Mm. Et après, il me dit, je comprends pas pourquoi j'ai plein de guêpes. Tu arrives sur leur terrasse, il y a 10 bouteilles. Ben, je leur dis, ouais, mais monsieur, c'est compliqué là quand même de vous expliquer tout ça. Enfin bon, là c'est dramatique quoi. Tu dis aux gens, bon non, là vous les attirez. Donc c'est quand même assez problématique. Bon bah écoute Eric, en attendant de tout ça, donc piégeage sélectif, très sélectif en attendant. Tout à fait. Et puis on continue la lutte et puis on pourra parler un peu de 2-3 nouveautés quand même qui sont sorties, enfin qui vont sortir un petit peu plus tard dans la saison. Ouais, Bon, un autre pour nous, ça va être piège, un peu plus j'espère, problématique. et pour toi, pour tous les désinsectiseurs professionnels, un dispositif plus respectueux de l'environnement et moins dangereux pour vous, c'est-à-dire sans pesticides. Moins dangereux pour Ouais. nous. Ah bah oui. Parce que là, ça sera quand même assez intéressant. Maintenant, à voir, est-ce que ça va être faisable et comment ça va se faire. Ça va être compliqué. On mais bon, travaille en dessus, attendant, on a plusieurs solutions possibles et je suis très très optimiste. bon, bah, Donc on verra, affaire à suivre. on en parlera en fin d'année. Affaire à suivre. D'accord, affaire à suivre. Allez, moi je vais peut-être en bosser un petit peu. Je vais essayer de faire quelques tests quand même cette année. J'ai un protocole à peu près similaire, tu le sais très bien. Bon, on va voir. On verra ce que ça donne, mais bon. Ce sera le temps d'intervention qui va définir pour nous le côté intéressant. Bah, Si on doit y passer une Ouais, heure, ça va être mais un tu sais problème. que la réglementation est en train de changer et peut-être que les professionnels bien, n'auront c'est pas le pour choix ça. en fait. Il Bon, va on falloir va voir. qu'on s'y mette, c'est ça le truc. Ah oui, Mais je suis vraiment convaincu. La réglementation Ça va européenne être, change, ça donc va être béton. l'emploi de pesticides, le jour où il y aura des dispositifs qui peuvent remplacer efficacement, évidemment, il y aura des interdictions d'utilisation de ces produits chimiques. Donc il faudra passer sur ce genre d'outils en fait. Ou d'autres, s'il y en a d'autres Pour qui notre sortent, j'en sais santé, en rien. tout cas, voilà. Pour notre santé ou l'environnement qu'il y a derrière moi et partout ailleurs, je pense que ce sera quand même vraiment bien. Oh oui. En attendant, la suite au prochain numéro. À bientôt. Bye bye. Eric, à bientôt. Ciao. Et puis, continue, travaille et puis persévère. Je lâche pas le morceau, Mais ça, vraiment, t'inquiète pas. Un grand bravo. À bientôt. C'est sympa. Ciao, bye bye. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir.